Au Burkina Faso, dans la nuit, le pays a frôlé l'abîme. Une nouvelle tentative de coup d'État extrêmement sérieux, méthodique, froide, presque chirurgicale, a failli replonger la nation dans le chaos. Des militaires impliqués, des complices internes, des terroristes prêts à frapper et derrière tout ça, les ombres qui rappellent que l'Afrique n'a toujours pas fini d'affronter les fantômes impérialistes. Pendant ce temps au Ghana, Ebo Noah a été arrêté, le fameux prophète. Ce n'est pas une armée qui a semé la peur ici, mais un homme, un prophète, une voix sortie de nulle part qui a réussi à paralyser des familles entières avec une fausse fin du monde. Et puis au Mali, une autre tension. Plus grave encore, un officier français arrêté, accusé de manœuvres secrètes de déstabilisation et d'ingérence. 3 affaires, 3 fonds, entre coups d'État déjoués, fausses prophéties démantelées et le réseau d'ingérence exposé. Une chose est claire, le monde change. Les peuples se réveillent et les États africains resserrent les rangs. Je vous explique tout sur Penser le Monde. Un événement majeur qui aurait pu faire replonger le Burkina Faso dans le chaos. C'est une tentative de coup d'État contre le capitaine Ibrahim Traoré, déjouée dans la nuit du 3 au 4 janvier 2026. Encore une fois, le pays a frôlé la catastrophe. Encore une fois, des forces obscures ont tenté de renverser le pouvoir actuel pour remettre la main sur un État stratégique situé au cœur du Sahel, en pleine guerre contre l'impérialisme au lendemain de la chute de Nicolas Maduro au Venezuela. L'hiver noir a commencé. Ibrahim Traoré nous a prévenus. Depuis 2022, le Burkina Faso vit au rythme des secousses politiques, des complots, des déstabilisations et des tentatives de reconquête par les forces de l'ancien régime, de l'ancien système néocolonial. Mais cette fois, l'histoire a tourné autrement. Le complot a été stoppé net avant son exécution qui était prévue à 23h, la nuit du samedi 3 janvier 2026. Des arrestations ont donc massivement eu lieu. Le peuple s'est levé comme un seul corps pour protéger son président. Et aujourd'hui, alors que le gouvernement n'a pas encore fait de communication officielle, les informations issues des sources sécuritaires, d'enquêtes et de fuites audio dessinent en fait un tableau très clair. Ce coup n'était pas une improvisation, c'était préparé, méthodique, calculé. C'était une opération lourde, organisée, coordonnée, financée et extrêmement dangereuse. Et au centre de cette affaire se trouve un nom qui n'est pas nouveau dans la politique burkinabé, un nom que l'on connaît déjà. Paul-Henri Sandaogo Damiba. Oui, c'était Damiba. C'est l'ancien chef de la transition burkinabé, celui pour qui Ibrahim Traoré travaillait avant d'être renversé par Ibrahim Traoré en 2022 parce que celui-ci était en train de relivrer le pays aux impérialistes. C'est donc Damiba qui est désigné comme le grand architecte de ce complot, ou du moins le visage de l'architecture de ce complot. Exilé au Togo, il aurait piloté cette opération depuis Lomé en réactivant ses anciens contacts, entouré à la fois de financements privés venus de l'Occident, de complices internes et un réseau de collaborateurs encore présents au Burkina Faso. Plusieurs arrestations ont déjà été effectuées, dont celle d'un proche pressenti pour prendre le pouvoir après la réussite du coup d'État, du putsch. Du moins, s'ils avaient réussi. Donc même lui là, on l'a arrêté. Des opérateurs économiques burkinabés auraient également mis la main au portefeuille pour soutenir l'entreprise, financer tout ça. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a un autre élément glaçant qui apparaît. On a des groupes terroristes qui étaient prêts à entrer dans la danse, participer activement au coup d'État. Sous coordination de qui ? Des réseaux djihadistes s'apprêtaient à frapper simultanément les forces de défense burkinabé pendant que les mercenaires étrangers blancs, j'insiste, devaient pénétrer Ouagadougou pour soutenir l'assaut contre le président Ibrahim Traoré. Des audios ont fuité et ça parle de plans visant à détruire les drones militaires du pays. Ces mêmes drones qui constituent aujourd'hui une arme terrible dans la lutte contre le terrorisme. Ceux qui prétendent sauver le pays étaient donc prêts à l'offrir dans un chaos total pour redonner le pays à l'impérialisme. Côté géopolitique, les accusations fusent. Beaucoup pointent encore du doigt la France et Emmanuel Macron, accusés d'encourager, d'inspirer, de couvrir, que ce soit directement ou indirectement, ces initiatives de renversement. Avec le complice local de toujours, la Côte d'Ivoire sous Ouattara. Le Togo est également cité comme base arrière et il murmure que dans certains pays occidentaux, on aurait proposé une couverture aérienne pour bombarder des positions militaires stratégiques au Burkina Faso. Donc, les dangers que l'on relevait, que l'on soulignait avec l'avion du Nigeria qui est entré dans l'espace aérien du Burkina Faso pour pouvoir cartographier, localiser les points stratégiques, puis les communiquer aux terroristes, ce n'était pas faux. Ça vient encore de se confirmer quelques semaines à peine après que l'affaire n'éclate au grand jour. Pour rappel, c'est arrivé le 9 décembre 2025. Donc à peine quelques semaines, voilà des matérialisations de leurs coups qui sont en train de se vérifier sur le terrain.
À ce niveau, on ne peut que saluer la vigilance des services de renseignement. Donc, il y a certains qui voient une tentative de diversion. Au moment même où l'attention mondiale est tournée vers l'intervention américaine au Venezuela, voilà un truc comme ça qui arrive. Certains disent que non, c'est peut-être pour embrouiller ou alors pour profiter de la situation. Ce qui est là, c'est que c'est quand même une constante historique. Quand l'Occident veut reprendre la main sur une nation souveraine, il ne vient pas toujours frontalement. Il travaille avec des pions locaux, des intérêts économiques frustrés, bien évidemment, parce que eux, ils ne mangent plus comme avant, des acteurs politiques déchus et parfois même avec des groupes terroristes. Oui, les mêmes terroristes qu'ils prétendent combattre, c'est eux qu'ils appellent pour aller nuire à d'autres pays. Le plan du coup d'État était précis, presque chirurgical, je n'utilise pas le mauvais mot. Tout devait commencer par l'assassinat du commandant de la base de drones, puis la destruction de tous les drones. Véritable colonne vertébrale de la lutte antiterroriste. Après ça, on aurait eu des attaques coordonnées dans les régions pendant que les mercenaires et les unités infiltrées allaient foncer en fait sur Ouagadougou pour essayer de prendre la présidence. Le but de tout ça était de créer un chaos total, paralyser les forces de sécurité, terroriser la population et présenter au monde un Burkina Faso ingouvernable nécessitant une normalisation, une intervention extérieure, c'est-à-dire un retour à l'influence occidentale. C'est exactement le même schéma qu'on a vu tellement de fois. Ils détruisent, ils plongent des pays dans le chaos et dans la confusion, puis ils viennent avec l'aide internationale pour contrôler l'ensemble des ressources et contrôler la politique et la culture du pays. Mais cette fois, le scénario a dérapé. Mal. Les services de renseignement burkinabés avaient infiltré le réseau en question. Ils surveillaient les communications, surveillaient les déplacements. Et lorsque leur hache approchait, ils ont frappé avant. Ils ont arrêté tous ceux qui étaient impliqués, ou du moins, ils ont arrêté une grande partie de ceux qui étaient impliqués. Les arrestations sont tombées, les preuves ont commencé à parler, les téléphones ont été saisis, des audios ont fuité même. Et comme si cela ne suffisait pas, le peuple s'est levé. Parce que vers 1h au matin du 4 janvier 2026, les informations d'un possible coup d'État ont circulé dans la ville, à Ouagadougou. Et immédiatement, on a les milliers de Burkinabés qui sont descendus dans la rue pour protéger le président. Ce n'était pas une simple foule, c'était une mémoire vivante. Celle de Thomas Sankara, assassiné parce qu'il voulait libérer son pays des chaînes de l'impérialisme. Cette fois, le peuple a dit pas encore. Pas cette fois, pas une nouvelle fois. Impossible. L'Union africaine de son côté est restée silencieuse. Chut, on n'a rien dit. Comme souvent, est-ce que ça vous surprend? Voilà maintenant que nous tous on a fait la même réflexion. On dénonce ce mutisme-là. C'est quand même ironique, non? L'Union africaine a trouvé la voie pour condamner l'intervention américaine au Venezuela. Mais ils n'ont pas réagi quand il s'agit de la stabilité d'un pays africain. Comme je vous l'ai toujours dit, les dirigeants de l'Union africaine ne parlent que quand ça les concerne eux personnellement à l'échelle individuelle. Beaucoup d'entre moi parlent donc d'une institution inutile, dépassée, paralysée par la diplomatie de salon, alors que le continent est en train de brûler et de se débattre dans tous les sens. Pendant ce temps, sur les réseaux sociaux, la colère gronde. Accusations contre la France, appel à nettoyer l'appareil d'État des traîtres internes, les éliminer définitivement et message donc de soutien massif à Ibrahim Traoré. Plus le temps passe, plus cet événement renforce l'image d'un leader qui, qu'on l'aime ou pas, est protégé par une chose rare, la confiance et l'amour de son peuple. En réalité, ce qui s'est joué cette nuit-là dépasse largement le Burkina Faso. C'est encore une bataille dans une guerre beaucoup plus large, celle de la souveraineté africaine. Un continent qui dit non, qui refuse de rester une zone d'expérimentation, une réserve de ressources ou alors un terrain de jeu stratégique. Chaque tentative de coup d'État contre ces nouveaux dirigeants du Sahel n'est pas une crise interne. C'est une bataille mondiale entre ceux qui veulent que l'Afrique décide enfin pour elle-même et ceux qui refusent de lâcher prise. Le Burkina Faso a tenu bon cette fois-ci. Mais une chose est sûre, c'est que la lutte continue. Traoré nous parlait de l'hiver noir. Et donc l'histoire jugera chacun selon son rôle. On revient sur une affaire qui a secoué le Ghana, amusé une partie du monde, mais qui révèle en fait en réalité quelque chose de beaucoup plus profond sur notre époque. C'est l'arrestation d'Evans Ouchoun, plus connu sous le nom d'Ebo Noah. Notre prophète autoproclamé devenu célèbre pour avoir annoncé la fin du monde. Rien que ça. L'homme a donc été arrêté à Accra, la capitale ghanéenne, dans le cadre d'une opération menée par les forces de police spécialisées dans la cybercriminalité. Quel est donc son crime? C'est avoir déclenché une vague de panique nationale avec une prophétie apocalyptique qui, au final, n'a pas eu lieu. Mais entre la comédie et le drame, cette histoire mérite en fait qu'on s'y intéresse sérieusement. Ma première intervention soulevait déjà quelques points intéressants et importants. Tout commence, pour le rappel, en août 2025, lorsque Ebo Noah annonce fièrement qu'il a reçu une révélation divine. Selon lui, un déluge mondial, digne de l'arche de Noé, version biblique, allait frapper la terre le 25 décembre 2025. Le faux prophète n'a pas seulement parlé, il est passé à l'action. Il a construit plusieurs arches, n'est-ce pas? Au moins 8.
présentés comme les refuges pour les élus, invitant donc des familles à s'y enfermer pour échapper à la catastrophe et échapper à la mort. Comme le christianisme fait en sorte que les gens ont une terreur incommensurable de la mort là. En tout cas, le résultat a été rapide, clair. Il y a eu la panique. Les gens ont quitté leur maison, quitté leur boulot. Certains sont venus d'autres pays abandonner leur fortune. Des mouvements de foule ont été observés. Des vies ont été désorganisées brutalement. Et le 25 décembre arrive. Aucune goutte de déluge, rien. Même pas une pluie. Et qui est? Face au ridicule de la situation, Ebonowa ne s'est pas avoué vaincu. Non, il a sorti une carte classique. Dieu a repoussé le déluge grâce à ses prières et à ses jeûnes. Il a repoussé ça à une date ultérieure. Mais cette fois, ce n'est pas passé parce que l'État du Ghana a décidé de ne plus sourire face à ça. La police ghanéenne, très attentive à la montée des discours religieux extrême sur Internet, a ouvert donc une enquête. L'unité spéciale du Criminal Investigation Department a suivi les activités en ligne de Ebonowa, analysé ses vidéos, sa communication et a finalement, le 31 décembre 2025, décidé qu'il allait être arrêté. Et c'est comme ça qu'il a été arrêté ce jour-là. Les vidéos le montrent menotté, visiblement dépassé par la tournure des événements. Sur le plan légal, les choses sont très claires. Il est accusé de diffusion de fausses informations, d'avoir semé la peur et la panique dans la population et potentiellement, il est accusé de fraude. Parce que derrière la foi, les soupçons existent sur l'utilisation de l'argent collecté auprès des fidèles pour des achats personnels, y compris une jolie Mercedes à près de 100 000 €. Mercedes qu'il a acheté et avec laquelle il commençait à se balader un peu de partout. On a vu les vidéos. Le tribunal a donc ordonné sa détention provisoire et même une évaluation psychiatrique de l'individu. Et concrètement, il risque plusieurs mois, voire plusieurs années de prison, en plus des amendes lourdes. Ce n'est donc pas une blague. C'est du sérieux cette fois-ci. Internet, de son côté, lui, n'a pas raté l'occasion. Vous connaissez les internautes. Ouf, ça a tiré à balles réelles, ça a tiré sec. Les réseaux sociaux se sont transformés en tribunal populaire. Moqueries, mèmes, parodies, vidéos satiriques, phrases assassines contre tous les faux prophètes même. Beaucoup ont applaudi l'État, estimant qu'il était temps que la religion cesse d'être utilisée comme un outil de manipulation. D'autres ont rappelé qu'il existe encore plein de prédicateurs, de faux prophètes qui terrorisent les populations, manipulent les gens sans être inquiétés. Donc il serait temps que la police s'intéresse aussi à leur cas. Mais globalement, une majorité se réjouit en fait. Parce que pour une fois, la justice ne s'est pas contentée de regarder. Peut-être même que c'est parce que l'affaire a été particulièrement médiatisée, je suppose. Derrière cette affaire, il y a une réflexion importante. Nous vivons dans une époque où Internet a donné une puissance illimitée à la parole, même lorsqu'elle est irresponsable. Un téléphone, une connexion Internet, quelques vidéos dramatiques et vous pouvez influencer des milliers voire des millions de personnes. Les prophètes, les faux prophètes, les gourous, les manipulateurs, tout cela en profite. Ils jouent sur la peur, la foi, la naïveté des gens, la bêtise de certains individus. Transforment donc Dieu en outil marketing et pour certains ça marche, pour beaucoup même ça marche. Et quand leur prophétie échoue, ils s'en sortent souvent avec des pirouettes spirituelles. Le Ghana cette fois a envoyé un message clair. La foi c'est une chose, mais mettre la vie des gens en danger au nom de Dieu, c'est autre chose et c'est très grave. On espère que cela ne passera plus parce qu'on se doute bien que c'est le message qu'essaient de faire passer les autorités ghanéennes. Cette affaire n'est donc pas seulement comique, elle est symbolique. Très puissante, très importante. Elle montre une Afrique qui commence à dire non aux abus des faiseurs de miracles. Une Afrique qui, peut-être, j'espère vraiment, qui ose défendre la rationalité, la stabilité sociale et la responsabilité publique face aux dérives religieuses spectaculaires. Parce qu'ils en font un spectacle, un show. C'est même comme ça que ça a commencé. Ce n'est même pas censé nous surprendre. Au final, la vraie prophétie que l'on peut faire, voilà, laissez-moi aussi jouer les prophètes, c'est qu'un peuple conscient sera toujours plus fort qu'une bande de moutons. Voilà. J'espère que ça passe. Toujours en Afrique de l'Ouest, au Mali maintenant, une autre affaire explosive en dit long sur les tensions entre Bamako et Paris, mais surtout sur la bataille autour de la souveraineté africaine. Le Mali a officiellement ouvert une enquête contre Yann Christian Bernard Vizilier. Ce type, c'est un officier français, un espion, soupçonné d'avoir tenté de déstabiliser les institutions maliennes. Cet homme n'est pas un simple étranger arrêté par hasard. Il est détenu depuis août 2024 et les accusations portées contre lui sont extrêmement lourdes. Les autorités maliennes l'accusent d'avoir établi des contacts civils et militaires en vue de soutenir des activités terroristes, de porter atteinte à la souveraineté nationale et de participer à ce que la justice appelle une véritable entreprise mafieuse visant à saper la stabilité du Mali. C'est donc à travers un communiqué solennel sur la télévision nationale ORTM par le procureur général de Bamako que
l'opinion publique a été informée de cette affaire. Les mots choisis ne laissent aucun doute sur la gravité de la situation. Tentative de déstabilisation des institutions de la République, atteinte à la sûreté de l'État, volonté de semer la terreur et surtout existence de complicité interne au sein de la société et de l'armée malienne. À présent, la teneur de ce communiqué, le procureur général près la cour d'appel de Bamako informe l'opinion nationale et internationale que des faits relatifs au comportement peu orthodoxe du lieutenant-colonel Yann Christian Bernard Vézilier, de nationalité française, caractérisé par des actes visant à porter atteinte à la sûreté de l'État, à la stabilisation des institutions de la République, à la souveraineté nationale et à s'aimer la terreur, ont été portés à sa connaissance. Dans cette entreprise mafieuse, le lieutenant-colonel Yann Christian Bernard Vézilier a noué des contacts en vue de déstabiliser les institutions et de soutenir des entreprises terroristes avec certaines personnes civiles et militaires. Ces agissements font actuellement l'objet d'un examen approfondi par le pôle judiciaire spécialisé de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. Le procureur général tient à rassurer la population que toute la lumière sera faite sur cette affaire et que les responsabilités seront situées dans le strict respect des principes de l'état de droit, des droits de la défense et des libertés fondamentales. Il rappelle avec fermeté que la République du Mali est un État souverain et que toute action individuelle ou collective visant à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou à troubler la paix sociale expose son notaire aux sanctions prévues par la législation malienne. Le procureur général appelle les citoyens au calme, à la retenue et au respect des lois de la République, tout en réaffirmant l'engagement constant de l'institution judiciaire à œuvrer en toute indépendance, impartialité et dans le respect de la légalité. Ce n'est donc pas une simple affaire judiciaire. Elle est aussi politique et stratégique. Elle pose une question fondamentale. Qui travaille contre le Mali depuis l'intérieur du Mali? L'enquête a été confiée au pôle judiciaire spécialisé dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. Ce n'est pas une petite structure administrative, pas du tout. Elle est lourde et très puissante. C'est l'un des organes les plus sensibles et les plus puissants de l'appareil judiciaire malien, réservé aux dossiers considérés comme les plus graves. Oui, c'est à ce niveau-là, oui. Et ça ne s'arrête pas là, ce n'est pas tout. Selon des informations relayées notamment par RFI, donc un média français, Yann Vézilier là n'était pas n'importe qui. Il travaillait à l'ambassade de France à Bamako en tant qu'agent des services de renseignement français officiellement accrédité, donc reconnu par les autorités de la transition. Pourtant, il a été impliqué aux côtés d'une dizaine de militaires maliens dans un complot stoppé visant les institutions du pays. Autrement dit, derrière la façade diplomatique, il y a des activités beaucoup plus sombres et beaucoup plus dégueulasses. Fait intéressant. Face à ces accusations, la France a choisi le silence. Silence total. Aucun commentaire officiel du ministère des Affaires étrangères. Alors même que Paris, en août dernier, dénonçait déjà des accusations sans fondement. Vous ne dites plus rien. Aujourd'hui, nous ne sommes plus au niveau de simples rumeurs. Nous sommes face à une procédure judiciaire claire, assumée et rendue publique par l'État malien. Ça change tout, ce n'est plus du tout la même chose. Donc, s'attendre à ce que Paris réagisse maintenant. Ça montre aussi que le Mali n'est plus dans la position d'un pays fragilisé, cherchant à se justifier constamment, mais dans celle d'un État souverain qui assume ses décisions. Le procureur général l'a d'ailleurs affirmé clairement. Toute la lumière sera faite dans le respect du droit, des libertés et des garanties judiciaires. Mais il a aussi rappelé une chose fondamentale. La souveraineté du Mali n'est pas négociable. Toute tentative de troubler la paix, d'influencer le destin du pays depuis l'extérieur ou de manipuler la situation intérieure sera traitée avec la plus grande fermeté. Et ce message ne s'adresse pas seulement à un homme. Il s'adresse à toutes les puissances, visibles ou cachées, qui continuent en fait de penser que l'Afrique est une zone d'expérimentation politique et stratégique. C'est terminé. Le ministère public a lancé un appel au calme et à la retenue, invitant la population à ne pas céder aux rumeurs et aux manipulations. Mais cet appel est aussi une affirmation politique. Le Mali tient bon.
tient debout. Cette affaire est suivie de très près au niveau national et international. Ça symbolise en fait les défis sécuritaires énormes auxquels les pays de l'AES font face. Entre le terrorisme, les pressions extérieures, les pressions économiques, les tentatives d'ingérence, les trahisons internes. Et j'en passe parce qu'il y en a plein. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso mènent des batailles militaires, économiques, politiques et même psychologiques. Et à travers ce dossier, les autorités tracent une ligne rouge, une ligne très claire. Toucher aux institutions, c'est toucher au cœur même de la souveraineté nationale. Et cela, désormais, ne passera plus. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'attends vos avis, vos analyses et on se retrouve une prochaine fois. Oh, abayi, oh, yanda mabaya.